Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de cette mini-série consacrée à l'objectif Tilt Shift. Si tu n'as pas vu le premier épisode qui était en fait une introduction de cet objectif hors du commun, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Aujourd'hui, nous allons parler du Shift, c'est-à-dire le décentrement. Alors pour parler du décentrement, j'ai choisi de venir ici, c'est Gosford House, c'est une grande propriété pas très loin de là où j'habite, à l'est d'Édimbourg en Écosse. Et ce que tu as derrière moi en fait c'est le mausolée de la famille. Et j'ai trouvé ça intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait on a des colonnes et ça va nous aider à bien voir le problème qui peut se passer quand on essaie de capturer des sujets qui sont assez grands, plus grands que nous et qu'on est obligé du coup pour les capturer dans la totalité, soit reculer de très loin, soit se rapprocher et puis incliner l'appareil. Alors on va voir ça aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir cet arbre dans le cadre, ni cet arbre-là. Donc du coup, je vais me rapprocher et tu vas voir qu'en me rapprochant, ça devient très difficile de pouvoir capturer le mausolée dans sa totalité. Allez, c'est parti! Alors comme tu peux voir, je me suis donc rapproché du mausolée et je n'ai plus l'arbre à droite et l'arbre à gauche. Très bien. Par contre, en étant si proche du mausolée, il a fallu que j'incline mon appareil pour pouvoir capturer le mausolée dans toute sa totalité. Et je l'ai incliné de 10 degrés, ce qui est quand même assez important. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer? C'est pas simple, je l'admets, à le voir comme effet parce qu'il faut avoir l'habitude. Mais je voudrais que tu regardes en fait les arêtes du bâtiment. Et si tu remarques, en fait, ces arêtes ici, elles sont censées être parallèles. Or, ces droites-là, qui sont formées, à un moment donné, elles vont se rencontrer. Elles ne sont plus parallèles. En fait, elles pointent vers le haut parce que nous avons incliné l'appareil vers le haut. Si on avait pointé l'appareil vers le bas, elle pointerait vers le bas. Cet effet s'appelle le Keystone Effect en anglais, donc la clé de voûte en français. Et quand on rencontre ce phénomène qui est absolument naturel, il y a en gros 3 possibilités. La première, ça serait de prendre l'appareil et puis de prendre la photo d'un peu plus loin afin de réduire le degré d'inclinaison de l'appareil. Or, ce n'est pas possible dans le cas où je me trouve puisque nous avions les arbres de part et d'autre. Alors tu vas me dire, oui, tu pourrais le prendre quand même et puis ensuite recadrer après coup dans Photoshop ou dans Lightroom. Certes, ça pourrait être une possibilité, mais des fois ça ne l'est pas. Et puis en plus de ça, en reculant, tu vas changer un petit peu la perspective des choses. Ensuite, l'autre solution, ça serait de prendre la photo telle qu'elle et d'essayer de la réparer après coup dans Photoshop. D'ailleurs, il y a la majorité des effets que l'on va obtenir grâce au décentrement de l'appareil Tilt Shift pourrait se faire dans Photoshop. D'ailleurs, ce que je vais faire dans cette vidéo, là pour l'instant on va prendre les photos et dans une deuxième partie de cette vidéo, on ira au bureau et on regardera les photos obtenues avec l'objectif Tilt Shift et puis essayer de corriger les autres avec Photoshop et on pourra voir vraiment la différence. Alors, comme je disais, ça on pourrait essayer de le corriger en utilisant l'outil de perspective dans Photoshop et on va le faire tout à l'heure. Là, je vais te montrer comment on peut faire à partir de l'objectif Tilt Shift. La première chose, en fait, pour régler un effet tel que le Keystone Effect, c'est en fait d'avoir son capteur ou sa pellicule parallèle au sujet. Et donc, du coup, il va falloir que je re-incline correctement l'appareil. Donc, je vais l'incliner vers le bas, voilà. Alors, c'est pas très simple, je dois dire, pour l'avoir exactement parallèle, parce que normalement, là je suis en train d'enregistrer la vidéo avec le 5D Mark IV. Normalement, si je prenais une photo, j'aurais le quadrillage à l'arrière et j'aurais aussi le niveau horizontal et le niveau vertical, ce qui m'aiderait grandement. Là, je ne l'ai pas parce qu'il est en train d'enregistrer, donc je vais faire ça à l'œil nu en quelque sorte. Alors,
en plus la colline n'est pas forcément très droite, donc on va considérer que ceci est parallèle au mausolée. Alors maintenant qu'on a ça, bien sûr, eh bien, il nous manque toute une partie du mausolée. Alors c'est là qu'on va utiliser le décentrement. La première chose à vérifier, c'est que l'objectif est bien dans la bonne orientation pour utiliser la fonctionnalité de décentrement. Là, en l'occurrence, quand je regarde, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Donc je vais utiliser le bouton de pivot dont je t'ai parlé au premier épisode et je vais faire pivoter l'objectif de 90 degrés sur la gauche. Voilà. Maintenant que ça a été pivoté, je vais pouvoir déverrouiller la petite molette de décentrement qui est à droite et je vais utiliser la molette de gauche pour remonter l'objectif. Et regarde, on décentre tout en le montant. Et là, tu t'aperçois, du coup, eh bien, on reste parallèle à notre sujet. Alors, ça va passer à peine. Pourquoi? Parce que je suis en 16/9, parce que j'enregistre avec le 5D Mark IV. Comme tu vas pouvoir voir, la photo que je vais utiliser ne sera pas en 16/9 et donc du coup, ça ne posera absolument aucun problème. On aura plus d'espace en haut et en bas. Voilà. Alors, voilà le résultat obtenu et je pense que tu seras d'accord avec moi que là, on n'a plus du tout le problème des arêtes. Tu vois, elles sont bien parallèles et ainsi aussi, on le voit pour les colonnes qui sont bien droites. Donc voilà le premier effet, l'effet de décentrement. Tout à l'heure, on verra ça dans Photoshop, comment corriger l'autre copie. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller voir un autre endroit sur cette propriété, essayer de capturer quelque chose qui nous montre une autre utilité, une autre situation dans laquelle on pourrait utiliser le décentrement de l'objectif Tilt Shift. Alors la fonctionnalité de décentrement de l'objectif Tilt Shift peut être utile aussi quand on veut faire du panorama. Alors il n'y avait rien autour de moi qui se prêtait vraiment à capturer un beau panorama, etc. Et j'étais obligé d'être un petit peu créatif et de me faire un petit challenge. Alors le petit challenge, eh bien, ça serait de capturer le mausolée qu'on a derrière moi. Mais attention, je veux qu'il rentre parfaitement dans le portail, dans l'entrée ici qu'on a dans le mur. Et alors l'inconvénient, c'est que plus je m'éloigne du mur pour pouvoir l'avoir dans sa totalité, eh bien moins le mausolée rentre dans l'entrée. Donc du coup, il a fallu que je me rapproche là où tu vois maintenant. Et il y a juste un petit peu d'espace de part et d'autre du mausolée qui le sépare en fait du portail ici. Donc pour avoir un peu plus de portail dans le cadre, eh bien il va falloir faire un panorama. Alors pour ça, eh bien, je vais inverser l'appareil, je vais le mettre à la verticale et tu vas voir qu'on va pouvoir faire 3 prises sans jamais bouger l'appareil, simplement en utilisant la fonctionnalité de décentrement. Et là, il y a quand même un avantage. Allez, c'est parti. Alors, il y a 2 choses à savoir quand on utilise un objectif Tilt Shift. La première, c'est que c'est un appareil manuel, donc il va falloir faire la mise au point en tournant la bague de focus. C'est là vraiment où l'écran LCD à l'arrière de l'appareil va nous être très utile, puisqu'on va pouvoir avec la loupe vraiment s'assurer que la mise au point est parfaite. L'avantage, c'est que au moins sur le 24 mm TSE Mark II de chez Canon, on a la possibilité d'avoir la vérification du focus. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton de focus et en tournant la bague, eh bien, on va pouvoir avoir un petit bip. Ça, c'est déjà une très bonne chose. L'autre chose qu'il faut se rappeler quand on utilise un tel objectif, c'est que comme on va utiliser la fonctionnalité de décentrement ou bien la fonctionnalité de bascule que l'on va voir dans le prochain épisode, eh bien en fin de compte, on va altérer la façon dont la lumière entre et va être captée par le capteur ou la pellicule. Et en ce qui concerne le mini capteur que l'on a à l'intérieur de nos appareils DSLR pour mesurer l'exposition, eh bien ce dernier, il ne va pas recevoir l'information correctement. Et donc si tu n'utilises pas l'écran LCD pour juger de la luminosité, de l'exposition de ta photo, eh bien il va falloir faire une chose, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes la première photo sans appliquer aucune bascule et aucun décentrement. Tu règles ton exposition et une fois que tu as ton exposition correcte, tu es en mode manuel. Et là, je parle de l'exposition, le mode manuel pour l'exposition. Et une fois que tu as réglé ton exposition pour l'objectif sans aucun effet, à ce moment-là, tu commences à utiliser les effets. Ce problème-là ne se présente pas si, comme moi, tu utilises l'écran LCD pour toutes les photos que tu fais, puisque en fait, tu vas avoir vraiment le retour de ce que tu vois directement sur l'écran. Et ça, c'est encore une autre raison pour utiliser l'écran LCD à chaque fois que tu fais des photos. Alors là, ce que j'ai fait, donc j'ai mis l'appareil à la verticale.
et j'ai fait ma mise au point en gros sur le mur. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu de mise au point en avant, donc un tiers de la distance, et puis après le reste assez pour se rapprocher du mausolée. Je vais être à f11. Alors tu vas sûrement être étonné, mais en fait je ne vais pas utiliser de filtre là. Alors oui, je pourrais utiliser un filtre, seulement j'ai pris mes filtres avec moi, mais j'ai oublié de prendre la bague d'ajustement. Voilà, cela dit, ce n'est absolument pas grave parce que ça me permet au moins de te montrer l'objectif sans qu'il y ait ce gros filtre en plein milieu, ce porte-filtre qui gâcherait un petit peu la vue. Donc là on va le faire vraiment comme ça à l'arrache. Alors qu'est-ce que l'on a? On a l'objectif qui pointe droit. Il a fallu vraiment que je m'arrange à ce que je sois vraiment bien aligné, avoir le même espace entre le mausolée et les colonnes du portail. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que le décentrement soit dans la bonne orientation. Alors là, c'est effectivement le cas. Il va bouger de droite vers la gauche, de gauche vers la droite. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une première exposition telle qu'elle. Alors là, quand tu fais un panorama, eh bien généralement, tu vas être en mode manuel afin d'avoir la même exposition à travers tous les clichés que tu vas faire. Et bien ici, c'est la même chose. Donc on est en mode manuel. Alors là, bon, je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc c'est peut-être pas la même exposition que je vais utiliser pour faire la photo, mais on est à 30 secondes, à 1/30e de seconde, pardon, et à f11 et ISO 400. Alors, on prendrait la photo ici, ensuite on va débloquer la petite molette du décentrement, et puis on va bouger, donc soit sur la droite ou soit sur la gauche. Donc là, je me déplace. Voilà, là je prendrai une autre photo et comme tu peux voir, on a une superposition un petit peu avec la colonne qui est ici. Une fois que j'ai pris cette photo, eh bien il me suffit simplement, on continue avec la molette, on va de l'autre côté et on prend ce cliché là. Et là on a vraiment 3 clichés qui se superposent très bien et on va pouvoir voir ça après dans Lightroom au Photoshop, on va les mettre ensemble et ça va être parfait. Bien sûr, on pourrait s'y prendre autrement. On va me dire, ouais, mais tu n'es pas obligé d'utiliser l'objectif Tilt Shift, tu pourrais très bien faire un panorama classique. Certes, alors moi j'ai la chance avec ma rotule, dont je vais te parler très bientôt, de pouvoir la débloquer et de pouvoir la faire pivoter. Alors, je peux la faire pivoter et à ce moment-là, je prendrai une photo comme ça et puis je la décale. Mais il risque d'y avoir un problème, c'est-à-dire le problème de parallaxe. Alors, le problème de parallaxe, c'est quelque chose dont les photographes de panorama connaissent bien. Et en fait, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais je veux essayer de t'expliquer ce que ça donne. Regarde l'espace qu'il y a entre le mausolée, là. Tu vois l'espace qu'il y a entre le mausolée et la colonne. Alors l'effet n'est pas trop important ici parce qu'on n'est pas trop près non plus de la colonne, mais regarde ce qui va se passer. Plus je vais aller sur la gauche, plus cet espace-là va se réduire. Et inversement, plus je m'écarte, regarde l'espace que ça donne. Plus je vais sur la droite, eh bien tu vois que l'écart s'agrandit. Et bien sûr, ça a un effet également ici, quand je vais sur la droite ou quand je vais sur la gauche. Et ça, ce problème de parallaxe, ça peut vraiment poser des problèmes quand on essaie ensuite de mettre toutes les photos les unes, de les coller après coup dans Photoshop. Alors Photoshop a une fonctionnalité pour gérer le parallaxe, mais des fois en fonction du type de détail que l'on a dans la scène, eh bien c'est pas parfait. Donc c'est sûr que si on va pas imprimer, si la photo va être pas très agrandie, eh bien effectivement ça risque de pas se voir, mais dans des cas ça peut se voir. C'est pour ça que les photographes qui font beaucoup de panoramas généralement ont une tête de trépied qui leur permet de régler ce parallaxe, et en fait pour le régler c'est une question de longueur focale et de centre de pivot. En fait, il décentre en quelque sorte l'appareil du point de rotation de la tête de l'objectif. Alors peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Je dois dire que je n'ai pas de tête de trépied pour gérer le parallaxe parce que justement j'ai un appareil Tilt Shift et mon plan en fait reste complètement parallèle à mon sujet, donc je n'ai pas ce problème de parallaxe. Voilà. Alors je vais prendre les photos maintenant et puis on va continuer notre bonhomme de chemin pour voir s'il y a autre chose à capturer et utiliser cette fonctionnalité de décentrement de l'objectif Tilt Shift. Alors nous voilà de retour au bureau. J'ai importé les images dans Lightroom, j'ai fait certaines modifications dans Lightroom, certaines modifications dans Photoshop et on va voir ce que ça donne en détail. Alors, on va commencer par cette première image, c'est-à-dire l'image du mausolée tout seul, celle que j'ai prise sans utiliser la fonctionnalité de décentrement. Et bien sûr, on a parlé des verticales qui convergeaient vers le haut, l'effet de clé de voûte.
À savoir que si j'avais plongé le couple objectif-appareil vers le bas, eh bien la convergence se ferait vers le bas. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire parce que des fois, ça nous arrive quand on est en haut d'une colline, en haut d'un muret ou quoi que ce soit et qu'on plonge, eh bien à ce moment-là, on change bien sûr nos verticales. Il faut faire attention. Alors, l'idée, c'était de savoir si on peut corriger ça après coup, utilisant Photoshop, mais j'ai quand même voulu savoir ce que ça donnait si on était dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, du coup, tu as un outil de transformation dans le module développement. Si tu ne le connais pas, il est ici. Et il suffit de cliquer sur le bouton vertical. Voilà, il t'obtient ce résultat. Alors, si je reviens dans cette vue et que j'ajoute la version de départ, voici. Alors, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, Lightroom, afin de corriger cette convergence qu'on avait en haut de l'image, eh bien, il applique une convergence vers le bas, ça annule les convergences et on se récupère nos verticales. On se retrouve à avoir de l'espace tout blanc, sans information, de part et d'autre. C'est pas grave, on peut corriger ça dans le après coup au niveau du recadrage. On va le faire dans une seconde. Ce que je me suis dit, c'est ok, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait le travail dans Photoshop en utilisant l'outil de perspective dans Photoshop. J'ai déjà couvert cet outil-là. Si tu ne le connais pas, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Et là, à ce moment-là, eh bien, on obtient ceci comme résultat. C'est ce que tu vois en haut à gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'également, là, Photoshop utilise une convergence vers le bas pour annuler la convergence sur le haut que l'on avait initialement. Beaucoup plus intensément d'ailleurs que Lightroom. Et on s'aperçoit qu'on a énormément d'espace blanc de part et d'autre, également en haut. Pareil, on peut le corriger dans Lightroom, dans l'outil de recadrage. Et là, on va découvrir quelque chose d'intéressant. Alors, je pars ici et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va choisir un aspect de 2:3 parce que c'est l'aspect que je vais avoir sur la photo que j'ai prise avec le tilt shift en utilisant la fonctionnalité de décentrement. Et alors, du coup, je me ramène, je ramène. Voici, comme ceci. Est-ce que c'est centré? C'est centré. Maintenant que c'est fait, maintenant on va aller voir celui de Lightroom, c'est-à-dire cette version-là. Pareil, on se met ici, on va choisir 2:3. Il se trouve qu'on est déjà en 2:3. Ouh, ça va poser un problème tout ça. Parce que du coup, pour retirer ces informations toutes blanches, eh bien, il va falloir réduire la taille. Et du coup, on va être obligé de monter un petit peu. On va réduire davantage comme ceci. Et on se retrouve, voici, à avoir le même centre. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien, si on recompare ces trois versions, alors on repasse ici, eh bien, ce qui est intéressant. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans la version de Lightroom, qui est au milieu en bas, eh bien, certes, on a perdu de l'espace vert. C'est très clair par rapport à la version de Photoshop. Mais il y a autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a gardé quand même de la verticale. Regarde, si je supprime cette photo et qu'on regarde les deux, tu t'aperçois en fait que la version Photoshop qui est à gauche, eh bien, elle a été tirée. Elle nous a tiré le bâtiment latéralement. Et ce qui fait qu'en fait, les colonnes ne paraissent pas aussi hautes que ça. Le bâtiment ne paraît pas aussi haut que ça. Certes, on a les verticales, mais il paraît tout petit comme bâtiment. Alors, laquelle des deux versions en fait est la plus proche de la réalité? Eh bien, si on introduit maintenant la version capturée avec l'objectif tilt shift en utilisant le décentrement, voici ce que ça donne. Et là, très clairement, on s'aperçoit que la version de Photoshop est complètement différente de la version originale, à savoir que cette version originale capturée avec le tilt shift et l'outil de décentrement représente la réalité, non seulement les verticales mais aussi la taille, la perspective de tout ça. Donc la version de Photoshop, ça marche pas. Est-ce que tout le monde va s'en rendre compte? Certainement pas. Cela dit, ici on a de la chance, on n'a pas beaucoup de détails dans le sujet. C'est un mur, des pierres qui sont relativement plates. Si c'était une scène avec des gens, des voitures, etc., imagine la distorsion de tous ces gens-là, de toutes ces voitures, de tous les détails que tu aurais dans la scène serait beaucoup plus important. Et puis en plus de ça, tu réduis en hauteur la taille de ton sujet. Alors ensuite, si on met de côté la version de Photoshop et qu'on regarde simplement Lightroom contre l'objectif tilt shift, le résultat est très proche de la réalité, me conviendrait tout à fait, si ce n'est le problème de perte d'information, puisque là, du coup, on perd de l'herbe. Alors, et puis on perd du ciel également.
Alors il faudrait à la limite prendre le fichier original avant la transformation dans Lightroom, aller dans Photoshop, agrandir l'image, agrandir le canevas pour dupliquer de l'herbe, dupliquer du ciel, etc. Et ensuite appliquer la transformation Lightroom, ce qui fait qu'on aurait un petit peu plus d'informations d'herbe et de ciel. Cela dit, ça demande plus de détails et encore une fois, on duplique les choses et donc on est plus propice à avoir des informations erronées et qui se voient. Le plus important, c'est que ça se voit. Après, on n'est pas tous architectes, donc du coup, les besoins de chacun diffèrent d'une personne à l'autre. J'en reconnais. Et surtout quand on va comparer le prix que coûte un objectif Tilt Shift, qui est relativement cher, aux alentours des 2000 €, voire plus, eh bien, c'est sûr que pour le commun des mortels, je dirais, eh bien, est-ce que l'amateur a vraiment besoin d'avoir un Tilt Shift plutôt que d'utiliser Lightroom ou Photoshop? Eh bien, c'est à toi de choisir, c'est pas à moi de juger. Ensuite, si tu te rappelles bien, l'autre image, c'était de capturer un pseudo-panorama en quelque sorte de ce portail avec le mausolée qui était derrière. Alors, on a démarré avec cette photo-là et puis on a capturé donc 3 prises. Alors ça a été effectué avec le décentrement de l'objectif. Et puis ensuite, on a pris une autre image, donc celle-ci, toujours ça ressemble à même, mais à ce moment-là, on a tourné, on a fait pivoter le couple objectif appareil photo de droite à gauche et là on s'aperçoit bien sûr qu'en pivotant eh bien on a pu capturer davantage d'informations dans la scène. On va jusqu'au bout du muret, on voit que le muret fait le tour. Idem quand on va à droite, on va jusqu'au bout et il fait le tour. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les versions fusionnées de tout ça, je suis resté dans Lightroom pour le faire en utilisant l'interprétation cylindrique, car c'est la meilleure dans ce cas-là. Alors, quand on compare, eh bien, on obtient ceci, qui est la version Tilt Shift avec le décentrement, et on obtient ceci dans la version pivotée, toujours avec le Tilt Shift, mais sans aucun décentrement. Alors, ce qui est évident, la première réaction qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux, puisque dans un cas, on a vraiment plus d'informations visuelles, l'angle de vue est beaucoup plus important que dans l'autre. C'est absolument clair, je ne le dénierai pas. Donc, la question de savoir si un Tilt Shift peut remplacer la technique de panorama, la question est non si tu souhaites capturer énormément d'informations. Cela dit, on aurait pu s'y prendre différemment. Au lieu de partir en vertical, j'aurais pu laisser l'objectif à l'horizontale. J'aurais pu capturer tout ça, mais ça aurait été au prix de l'information en bas et de l'information en haut. Généralement, quand on fait les panoramas, on a tendance à orienter l'objectif à la verticale afin de garder autant d'informations possibles en haut et en bas et on fait pivoter et on capture autant d'images que l'on a besoin. Dans la vidéo précédemment, je t'ai parlé du problème de parallaxe. Alors ici, on n'en souffre pas beaucoup, on le voyait bien dans la vidéo, mais ça n'a pas empêché Lightroom, j'allais dire Photoshop, mais en fait c'est Camera Raw, donc c'est la même chose. Ça n'a pas empêché Lightroom de pouvoir fusionner l'image correctement, qui est celle-ci. Je dois avouer que j'ai zoomé, j'ai fait du pixel peeping sur celle-ci, j'ai essayé vraiment de trouver où se trouvait la fusion des images, je n'ai pas réussi. Lightroom a fait du très très bon boulot à fusionner les 3 images en faisant pivoter. Il faut dire aussi une autre chose, c'est-à-dire que cette photo a été prise avec le 24 mm Tilt Shift, même si on n'a pas utilisé la fonctionnalité de décentrement, il n'en reste pas moins que cet objectif-là n'a aucune distorsion. Et c'est très important parce que si tu prends un autre 24 mm et que tu le mets même à la verticale et que tu commences à prendre plusieurs prise de vue comme ça, et bien sur les bords de chacune des images tu vas rencontrer de la distorsion, d'autant plus vrai si ton sujet ou si tu as de l'information proche de toi. Si ton sujet est très au loin, ça, tu n'en auras pas, c'est clair. Mais si ton sujet est relativement proche, et on est relativement proche ici, on a de l'herbe en bas, des feuilles mortes, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Chacune de tes photos, chacune de tes prises, chacun de tes clichés dont tu vas te servir pour fusionner et faire ton panorama va avoir la distorsion de part et d'autre. Certes, Lightroom va pouvoir te corriger certaines de ces distorsions-là. Photoshop aussi à la correction géométrique pour régler ce problème-là. Tu peux avoir aussi des problèmes de vignetting sur ton objectif. Et plus tu utilises un objectif grand angle, plus tu vas avoir de vignetting. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire la fusion, eh bien, tu es plus amené,
à avoir des problèmes. Alors, même si Photoshop fait la fusion, tu risques d'avoir des parties un petit peu floues, des parties un petit peu étirées, les pixels vont pas être propres, etc. Donc, il faut y penser également. C'est aussi un autre problème du panorama. Ici, c'est pas le cas parce qu'encore une fois, ce 24 mm n'en a pas et c'est très simple. Pourquoi il n'en a pas? Parce que quand j'ai pris cette version-là de panorama, en fait, je n'ai pas utilisé les bords de l'image, j'étais vraiment au centre et comme je t'ai expliqué dans l'introduction sur l'objectif tilt shift, eh bien, on se retrouve à avoir un cercle d'image qui est tel que le capteur va se retrouver au milieu et il y a énormément d'informations et comme tu sais, le cœur de l'objectif est toujours sans distorsion et vraiment le meilleur meilleur endroit de l'objectif pour avoir le plus d'informations nettes, de piquets, etc. Et donc c'est pour ça que un panorama fait avec cet objectif-là ne pose aucun souci. Donc encore une fois, est-ce que l'objectif tilt shift est un équivalent ou peut remplacer totalement la technique du panorama? Ça dépend en fait quel est l'angle de vue que tu souhaites capturer. Une autre chose que j'aimerais te montrer, c'est, alors je vais retirer les flags ici, où est-ce que je les ai? C'est si je compare maintenant cette version-là et celle-ci. Voilà. Alors pourquoi je veux comparer ces deux versions? Eh bien en fait, là, ce que tu as à gauche, c'est ni plus ni moins que la vidéo que j'ai enregistrée. Et donc certes, elle est en 16 neuvième, mais regarde la dimension que l'on a. Ça, c'est 24 mm. Et tu t'aperçois donc qu'on va à peine à cet arbre-là. On découvre l'autre arbre. Or, grâce au décentrement, tu t'aperçois qu'on a pu vraiment récupérer pas mal d'informations sur la gauche et pas mal d'informations sur la droite également. Donc, ça a un gros avantage. En gros, l'équivalent d'un 24 mm, au moins la version Canon qui permet de faire 12 mm de débattement de part et d'autre, eh bien, va te donner un objectif plus ou moins de 16 mm. Donc, le champ de vue de 16 mm sans la distorsion, sans le vignetting que tu vas avoir avec un 16 mm. Et tout ça en respectant les verticales, ce qui n'est pas le cas pour les 16 mm généralement. Et le meilleur résultat que j'ai eu avec des ultra grands angles, eh bien c'est le 16-35 mm Mark III de chez Canon qui est sorti cette année. C'est celui qui m'a donné le meilleur résultat, mais même avec celui-ci, on a quand même de la distorsion si on n'y fait pas attention, si notre sujet est un petit peu trop proche et surtout sur les bords de l'image. Voilà, j'espère que tu as un peu mieux compris maintenant ce qu'est cette fonctionnalité de décentrement de l'objectif tilt shift. Dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas on peut s'en passer et est-ce que tu as besoin d'un tel objectif? Eh bien le choix c'est le tien. Dis-moi ce que tu en penses, mets-moi tout ça dans un commentaire, soit sur l'article blog comme d'habitude, le lien est dans la description et puis c'est affiché en haut à droite, ou bien sous YouTube directement. Et en attendant la prochaine fois c'est la vidéo sur la bascule, c'est le troisième épisode de cette mini-série qui sortira probablement lundi dans quelques jours. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le, quel que soit l'objectif que tu as. Si tu as un tilt shift, amuse-toi bien. Cheers.